Jeu d'enfant. Ma sœur Madjara fut la première épouse et la seule de notre chef du village pendant 12 années. À ce titre, elle bénéficiait de tous les honneurs dus à son rang. Le chef Samassi était un ancien fonctionnaire sollicité par les sages du village pour tenir les rênes de la communauté. Samassi était la personne adéquate pour diriger ce gros village de plus de 3000 âmes. Il avait fait de l'éducation et de la formation son cheval de bataille. Il sensibilisait les familles à inscrire leurs enfants à l'école, surtout les jeunes filles dont plus de 60% n'avaient jamais été à l'école ou n'avaient pas dépassé le CM2. Les raisons: les mariages précoces, les grossesses en milieu scolaire et le fait que des parents étaient carrément réfractaires à l'instruction des filles. Ils trouvaient que l'école des Blancs était le moyen idéal de dévergonder les enfants et de les rendre rebelles tout en les éloignant de la religion. Madjara aussi avait été soustraite de l'école par notre père pour épouser Samassi, qui est devenu plus tard le chef de notre village. En 12 années de mariage, Madjara ne put lui donner d'enfant. Elle subissait la pression de la famille de Samassi, qui était l'un des neveux de papa. Quand ils s'installèrent au village après l'intronisation de Samassi, la pression redoubla. La mère de son époux manifestait ouvertement son mécontentement. Selon elle, son fils ne pouvait pas assumer de telles responsabilités sans avoir de descendance. Alors, elle contraignit ce dernier à épouser une deuxième femme. Madjara était très malheureuse, d'autant plus qu'elle avait tout essayé afin de goûter à la joie de la maternité. Plus le temps passait, plus elle souffrait. La nouvelle épouse du chef Samassi ne mit pas du temps à satisfaire les désirs de sa belle-mère. Du coup, elle donna raison à ceux qui traitaient ma sœur de stérile. J'avais mal pour Madjara car elle méritait bien d'être mère. Malgré la situation, Samassi faisait des efforts pour ne pas frustrer son épouse, contrairement à Sita, la nouvelle mariée, et sa belle-mère. Dès la naissance de Barou, le fils du chef, Madjara devint une étrangère dans son propre foyer. Sita l'avait royalement éclipsée. C'était elle qui prenait maintenant les devants des choses. Elle était mise en valeur aux cérémonies et accueillait les invités du chef. Je souffrais à la place de ma sœur. Je lui proposais même de venir vivre avec moi en ville. Le temps de se refaire le moral en changeant d'air, mais elle était bien trop attachée à Samassi pour quitter le cocon conjugal. Le temps a passé avec son corollaire de frustration. Même le petit Barou avait compris que Madjara ne représentait plus rien dans la maison. Il lui manquait de respect à tout bout de champ, et ce, devant son père et sa mère. Un jour, il osa traiter ma sœur de stérile. N'ayant pas pu se contrôler, Madjara lui porta main pour la première fois. Cet impère lui coûta la répudiation pure et simple. J'étais révoltée. J'accueillis ma sœur chez moi à Yamoussoukro, où je travaillais en qualité de sage-femme à l'hôpital public. À 39 ans, Madjara avait perdu goût à la vie. Elle se détestait. J'essayais de lui faire prendre conscience de ce qu'elle valait. Je l'inscrivis à un programme d'insertion sociale et de développement personnel. En 6 mois, ma sœur avait totalement changé de vision sur sa personne. Elle prenait plaisir à se faire coacher et à donner le meilleur d'elle-même. J'en étais fière. Une année après, elle tomba amoureuse de l'un des formateurs. Je l'encourageai à se laisser aller. Une belle histoire d'amour naquit entre eux. Il était un homme affectueux qui avait la main sur le cœur. Au bout de 8 mois de relation, il lui avoua qu'il avait une famille à Abidjan, une épouse et 2 enfants. Madjara eut le cœur brisé pour la seconde fois. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle décida de mettre fin à cette relation tandis qu'il n'était pas du même avis. 2 mois après la rupture, Madjara constata un phénomène bizarre dans son métabolisme. À 41 ans, sa poitrine avait doublé de volume, ce qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle dormait plus que la normale et avait des nausées. Lorsqu'elle me décrivit ses symptômes, j'en conclus qu'elle était enceinte. Madjara me regarda furtivement comme si mes propos ne l'affectaient aucunement. 3 jours plus tard, elle rendit toute la nourriture qu'elle avait consommée. Je dus la conduire à l'hôpital où son état de grossesse fut confirmé. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie. Madjara pleura comme une fillette. Elle pleura non seulement de joie, mais aussi de regret de ne pas pouvoir vivre cela avec Samassi, l'homme de sa vie. Il avait pansé ses plaies, mais il les avait à nouveau ouvertes. Cependant,
Elle ne lui en voulait pas vu le cadeau qu'il lui offrait. En tant que sage-femme, je pris l'engagement de faire en sorte que cette grossesse arrive à son terme. Je mis tout en œuvre car c'était une primipare de 41 ans et qui avait des fibromes. À la question de savoir si nous devrions informer Hilaire, Majara manifesta son refus. Elle comptait élever l'enfant seule, d'ailleurs elle se cachait désormais d'Hilaire. Puis à 5 mois de grossesse, Hilaire nous surprit au centre de santé. Face à notre embarras, il comprit que la grossesse qui était déjà apparente était de lui. Il vint immédiatement vers nous. Majara ne voulait pas lui parler. Je pris mes responsabilités en lui avouant tout. Il en fut très heureux. Il jura d'en assumer la responsabilité. Il s'engagea à s'occuper de Majara et de la grossesse. Il tint aussi à informer son épouse pour que cet enfant soit accepté par elle et qu'il bénéficie des mêmes avantages que les autres. Il nous apprit que son épouse était également enceinte. J'appréciais l'attitude franche d'Hilaire. Il venait rendre visite à ma sœur à tout moment. Il subvenait à ses besoins. J'étais soulagée parce que Majara se sentait bien. Elle rayonnait à nouveau. Ma sœur donna naissance à un beau garçon de 3 kg et 200 grammes par césarienne car il eut des complications dues aux fibromes et aux trompes. Hilaire fut très heureux d'avoir son premier garçon. Majara pleura de joie. Le lendemain de l'accouchement, Hilaire fut appelé d'urgence aux côtés de son épouse en travail. Elle accoucha d'un garçon également. Hilaire était comblé. Majara a subi une ablation des trompes. Elle n'aura plus la chance d'être mère à nouveau. Hilaire veillait à ce qu'elle ne manque de rien. J'étais heureuse de voir ma sœur si comblée. Dieu ne l'avait pas oubliée comme elle aimait à le dire. Des mois se sont écoulés. Hilaire a permis à Majara et à son épouse de se connaître. Il voulait par-dessus tout créer une connexion entre ses enfants pour dissiper toute animosité. Chaque fois qu'il venait à Abidjan, il était en compagnie d'Adams qui s'était attaché à son frère et à ses sœurs. 2 week-ends dans le mois, il effectuait le déplacement avec son père. Ma sœur n'y voyait aucun inconvénient. L'épouse d'Hilaire et elle n'étaient pas des amies, mais elles ne se bagarraient pas non plus. Comme Adams était bien traité à Abidjan, il était toujours pressé d'y retourner. Il aimait particulièrement son frère Daniel, celui qu'on appelait son jumeau car il n'y avait qu'un jour d'écart entre eux. À 5 ans, Adams fut inscrit au CP1. Daniel également. Adams représentait tout pour sa maman et elle ne vivait que pour lui. Lorsqu'il avait un bobo, elle pleurait en même temps que lui. J'étais parmi ceux qui pensaient qu'il leur faisait bien de séparer Adams de sa mère de temps à autre. Chaque fois qu'il s'absentait, elle manquait de sommeil. Pendant les congés de Noël 2018, Majara émit le souhait de passer les fêtes avec son fils. Or, Adams de son côté voulait passer du temps avec ses frères, Hilaire et elle se disputaient. Je fus comprendre à ma sœur que l'enfant réclamait ses frères et qu'elle devrait s'en défaire. Le jour du départ, Majara pleura. J'étais furieuse contre elle. Habituellement, elle avait un pincement au cœur, certes, mais elle ne pleurait pas autant. Hilaire n'a pas tenu compte de ses émotions, il est parti avec Adams. Une fois à Abidjan, il a appelé pour la rassurer. Au domicile d'Hilaire, le 24 décembre, il régnait une ambiance festive. Son épouse avait fait des emplettes pour les 4 enfants. Tous les cadeaux étaient bien emballés et déposés au pied du sapin. Adams et Daniel avaient les mêmes vêtements, ils aimaient bien qu'on les prenne pour des jumeaux. Pendant que l'épouse d'Hilaire s'occupait du repas, elle a demandé aux enfants de prendre leur douche et de s'apprêter pour la veillée de la nativité du Christ à l'église. Les jumeaux furent les derniers à prendre leur douche. Les 2 filles d'Hilaire leur ont demandé de le faire seules car elles prenaient du temps à contempler leurs nouvelles robes. Les 2 garçons rigolaient à se jeter de l'eau tiède l'un sur le visage de l'autre. Du dehors, on pouvait entendre leurs cris de joie. Depuis sa chambre, Hilaire leur intima l'ordre de se dépêcher. Puis les minutes qui suivirent, on entendit en lieu et place des rires, des cris de détresse et des pleurs. Hilaire et son épouse se précipitèrent dans la salle de bain. C'était la consternation. Adams baignait dans son sang. Daniel lui tenait une lame de rasoir et pleurait à gorge déployée. « Papa, Adams m'a coupé les cheveux et moi, j'ai voulu lui couper son zizi. » Daniel n'avait pas conscience de ce que ce jeu pouvait mettre fin à la vie de son frère. Le jeu avait viré au drame. Le sang coulait à flot. À Yamoussoukro, Majara transpirait à grosses gouttes. Elle me disait qu'elle avait un mauvais pressentiment sur Adams.
Je n'ai pas considéré ses propos. Elle voulait appeler Hilaire. Je l'en dissuadai. 2 heures plus tard, je reçus un coup de fil d'Hilaire. Il était minuit 10 minutes. Il sanglotait au téléphone. Aïda, j'ai tué ta sœur. Je suis foutu. Adams vient de mourir. J'avais activé le haut-parleur pensant à un appel d'Adams qui voulait souhaiter joyeux Noël à sa mère. Majara perdit connaissance sur le champ. Elle ne se remit plus jamais de la mort de son fils. Elle a fait une dépression. Par moments, elle réclame Adams et veut savoir quand il reviendra d'Abidjan. J'essaie de mon mieux de l'aider à remonter la pente, mais la crise semble profonde. Ainsi s'achève notre histoire. Que c'est triste cette histoire. Perdre son fils unique de manière tragique. Et oui, je dirais même que lorsque nous avons un ressentiment sur une action, mieux vaut ne pas accepter, ne pas céder en tout cas. C'est-à-dire, elle avait un pincement au cœur de laisser Adams partir. C'est-à-dire que c'était son ressentiment. C'était comme un sixième sens, quelque chose qui lui disait que non, cette fois-ci-là, Adams aura un problème. Et là aussi, il faut attirer l'attention des parents. Ne jamais laisser des enfants de bas âge ensemble, sans surveillance, sans regard. Car les enfants, ils sont innocents et ils ont de ces jeux qu'ils font de façon brutale, des jeux qu'ils font sans arrière-pensée. Et c'est ça la conséquence de la mort d'Adams. Il aurait fallu qu'une personne un peu plus âgée les surveille lorsqu'ils prenaient leur bain. Mais hélas, comme le dirait-on, c'était le destin d'Adams. Et cela a rendu sa maman triste. Cela l'a mis dans un état de dépression. Quelle tristesse. Car elle ne peut plus jamais donner d'enfant puisque ses trompes ont été ligaturées. Cette histoire, en tout cas, nous donne beaucoup de conseils. C'est-à-dire, lorsque on a un pressentiment, ne pas laisser faire les choses. Tu veux faire quelque chose que ton cœur ou ton sixième sens te dit non, ne le fais pas. Car après, tu vas le regretter. Lorsqu'on a des enfants de bas âge, ne jamais les laisser seuls sans surveillance d'une grande personne, quel que soit le temps. Ne jamais les laisser seuls, ne serait-ce que 5 minutes. Il est important de surveiller bien les enfants de bas âge lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils prennent leur bain, lorsqu'ils dorment, c'est-à-dire avant de dormir. Il faut toujours les surveiller de façon quotidienne et permanente. Sur ce, je vous dis bye.